Les Berlinois sont des vaincus en 1945. Leur sort repose entre les mains des Russes, des Américains, des Britanniques et des Français, leurs conquérants. L'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation: soviétique, américaine, britannique et française. 3,5 millions de Berlinois vivent dans une ville située à 175 km derrière les lignes russes. Berlin est relié à l'ouest par une autoroute et un chemin de fer qui traversent la zone soviétique. La ville est elle-même divisée en 4 secteurs: soviétique, américain, britannique et français. En 1948, la lune de miel entre les Alliés est terminée depuis longtemps. Les Soviétiques veulent une Allemagne affaiblie, contrôlée par les 4 puissances. L'Amérique, la Grande-Bretagne et la France planifient en secret un nouvel État allemand dans leur zone d'occupation. Des espions en informent le gouverneur militaire soviétique, le maréchal Sokolovski. Les Occidentaux n'ont aucune intention de quitter Berlin. Mais ils savent que les Soviétiques veulent qu'ils partent. Ils craignent que Staline ne déclare la guerre pour y parvenir. Les alliés occidentaux planifient une réforme monétaire dans leur zone. La dévaluation de l'ancienne monnaie va éliminer les profiteurs du marché noir et rattacher les Allemands à l'Ouest. Les Russes n'en sont pas prévenus. Les Allemands de l'Ouest font la queue pour leur nouvelle monnaie, le Deutschmark. Chaque personne peut échanger 40 marks, et seulement 40 marks. Tout le reste de l'ancienne monnaie n'a plus aucune valeur. Les Soviétiques ripostent en émettant leur propre monnaie, laquelle, insiste-t-il, aura cours dans tout Berlin. La monnaie et le pouvoir politique étaient synonymes à cette époque. Par conséquent, il était très important que ce soit la monnaie occidentale, le Deutschmark, qui soit introduite dans Berlin-Ouest et non la monnaie est-allemande. Ernst Reuter persuade le général Klee et les alliés occidentaux d'émettre le Deutschmark à Berlin-Ouest. Le nouveau marque, frappé de la lettre B pour Berlin, est émis dans les secteurs occidentaux le 23 juin. Il y a maintenant 2 monnaies dans la ville. Les Berlinois constatent que les Deutschmarks occidentaux ont plus de valeur. Les Soviétiques bloquent toutes les routes principales, les voies de chemin de fer et les canaux qui relient Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest. Ils ne prennent pas la peine de fermer toutes les routes, mais il est désormais impossible d'effectuer la livraison quotidienne des 12 000 tonnes de nourriture et de charbon fournies par l'Ouest à Berlin. Les Soviétiques coupent l'alimentation en électricité des usines et des bureaux. Les Berlinois de l'Ouest ne peuvent rien faire. Leur seule grande centrale électrique a été démontée puis réparée par les Soviétiques en 1945. L'objectif de Staline est clair: contraindre les alliés occidentaux à changer leur politique ou à quitter Berlin. En 1945, les alliés occidentaux avaient signé un accord avec les Soviétiques. Les avions pouvaient utiliser 3 corridors d'une largeur de 32 km vers 2 aérodromes de Berlin, Tempelhof et Gotthard. Et les hydravions pouvaient aussi se poser sur le lac Havel. Les Britanniques relèvent le défi. Ils planifient un pont aérien. Le pont aérien de Berlin commence à la fin de juin. Les Américains l'appellent Opération Victuals ou Victuailles, les Britanniques Plain Fare. Le pont aérien doit acheminer 2000 tonnes de marchandises par jour. Sinon, les Berlinois de l'Ouest ne peuvent survivre. Il leur reste du charbon pour 45 jours seulement et des vivres pour 36 jours.
Des milliers de Berlinois trouvent un emploi, un repas chaud quotidien en travaillant pour le pont aérien. Les plus gros avions transportent 9 tonnes de marchandises. Nous pouvions décharger l'avion en 7 minutes environ. C'était 9 petites tonnes de charbon. Ces hommes auront la tâche stressante de franchir les obstacles de la météo et l'obstruction des rouges. À Berlin, les alliés occidentaux et les soviétiques retournent à la table de négociation. Les Russes exigent le retrait du Deutschmark occidental de Berlin. Ils exercent aussi des pressions à propos des corridors aériens. Les Berlinois savent qu'ils vivent sur la corde raide. L'alimentation en électricité ne fonctionne que 4 heures par jour. On pouvait sortir en train, mais on était constamment contrôlés ici et là, partout, par les Russes. Ils entraient dans la gare et demandaient nos papiers d'identité ou fouillaient nos sacs à main et nos sacs à dos. On avait l'impression que si un Russe n'aimait pas la tête d'un Allemand, ils allaient l'arrêter. Le blocus et le pont aérien continuent. On transportait de tout, des médicaments, des journaux, mais surtout du charbon. Et c'était d'ailleurs notre principal problème. La poussière de charbon s'infiltrait sous les planchers et les câbles de contrôle et rendait difficile le pilotage de l'avion. On volait donc avec la porte de secours arrière ouverte afin d'évacuer la poussière. Toutes les 45 secondes, des avions de l'Ouest survolaient Kleinmachnow, puis l'académie du parti avant d'atterrir à Tempelhof. Nous étions assis là. Des professeurs du département d'histoire et d'autres ont dit « Les Américains comprennent mieux que nous le matérialisme historique. » Nous nous sommes demandé ce que ça voulait dire. Oui, ils comprennent qu'il faut avoir de la nourriture et des secours de base avant de commencer à parler d'éducation politique. Les Américains comprennent le matérialisme historique. Les pilotes du pont aérien effectuent jusqu'à 3 missions par jour. Un pilote américain emporte sa propre caméra 8 mm. Je suis retourné à Berlin pour prendre ces images de ce côté-ci des barbelés. Des enfants sont venus de l'autre côté des barbelés et m'ont vu en uniforme. Ils se sont rapprochés et ont commencé à me parler. « Combien avez-vous de sacs de farine? Combien y en aura-t-il demain? » Ils ont changé de sujet très rapidement pour discuter de liberté. Ils ont dit, « Écoutez, un jour, nous aurons assez à manger. Donnez-nous seulement un peu de liberté. Ne nous abandonnez pas quand ça ira mal. Nous en aurons assez, mais si nous perdons notre liberté, nous pourrions ne jamais la retrouver. » Et ces enfants étaient âgés de seulement 8 à 14 ans. Ils m'ont épaté par leur maturité et leur compréhension de ce qui était important. Halverson promet aux enfants qu'il va revenir avec du chewing-gum et du chocolat, qu'il va larguer avec de petits parachutes. L'opération Victory, le nom de code américain pour le pont aérien, fonctionne enfin grâce à un hiver exceptionnellement doux. Le dimanche de Pâques 1949, on transporte 13 000 tonnes en 24 heures, un record. Le pari est gagné. On peut ravitailler indéfiniment Berlin par avion. Les Soviétiques n'ont pas réussi à chasser de Berlin les Britanniques, les Américains et les Français. Les mesures alliées visant à contrer le blocus nuisent à la zone soviétique. Le 12 mai 1949, Staline laisse tomber le blocus. À l'approche de minuit, la tension monte au poste de contrôle britannique. Habitués à la vieille coutume des Russes de changer d'idée quand ça fait leur affaire, les fantassins chevronnés sont un peu déroutés par cette nouvelle atmosphère de coopération.
Sur le coup de minuit, la barrière se lève et une Jeep britannique ouvre la voie à Dom-Berlin. Bien des gens croient que la fin du blocus de Berlin signifie la fin de la guerre froide. Wie dann schönes Festland wird.